آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت لا إله إلا الله آمنت بالله وملائكته. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ravi de vous retrouver dans le cadre de notre émission Le Politiste. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème qui est la cybercriminalité. En effet, la cybercriminalité est une menace pour le monde au moment où l'ensemble des données des transactions économiques et des politiques deviennent immatérielles. Toutes ces données stockées dans des périphéries telles que des clés USB, ordinateurs, font aujourd'hui l'objet de plusieurs convoitises. Pour aborder ce thème, comme vous le savez, je suis toujours accompagné de mes invités. Aujourd'hui, je suis avec le frère Abdallah Kono, géographe. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Merci de nous faire l'amitié d'être ici. Avant de revenir vers vous, je vous convier ainsi que nos téléspectateurs à regarder cet élément et on se retrouve juste après. La société béninoise leur a trouvé un nom, Gaiman. Si vous avez déjà la possibilité d'écrire par le net à quelqu'un, à un de vos amis, et que vous prenez déjà de l'argent, vous demandez peut-être de l'argent à votre tante que vous voulez payer de scolarité, il vous envoie de l'argent, alors que ce n'est pas pour votre scolarité, c'était juste pour faire votre show. On peut appeler ça déjà cybercriminalité. Le Bénin, un pays dont les grandes villes voient émerger une nouvelle classe d'hommes jeunes et riches, les uns moins discrets que les autres, mais tous généreux. Là où je suis, tu ne peux pas me dire de t'envoyer 1 million dans ton compte et tu vas m'envoyer 4 millions et je vais l'envoyer si je ne suis pas un voleur ou un criminel comme toi. Aujourd'hui, un clavier d'ordinateur est aussi dangereux qu'un bazooka. C'est aussi dangereux même qu'une bombe atomique. Entre eux, ils aiment bien s'appeler businessmen ou plutôt hommes d'affaires. Des vocables pour désigner ce qui n'est rien d'autre que la cybercriminalité. Le nombre n'est pas négligeable. Aujourd'hui, si vous prenez dans une maison, dans une famille, vous avez au moins un cyberdélinquant. Toute société entretient une certaine criminalité avec laquelle elle est complice. Ce n'est rien de nouveau, si ce n'est que les outils qui ont changé. Retour sur les origines du mal. Dans les années 2000, la police béninoise a commencé par rencontrer les tout premiers cas. En fait, c'était des ressortissants des États voisins, notamment le géant du lest, qui venaient chez nous et qui prenaient d'assaut les quelques cybercafés qui étaient installés. La Côte d'Ivoire avait traversé également une crise qui a fait que nous avons accueilli chez nous beaucoup de réfugiés. Certains réfugiés sont venus, étant donné qu'ils étaient déjà des cyber-arnaqueurs chez eux, ils sont venus avec le phénomène. Et depuis ces années 2000 jusqu'à aujourd'hui, ça ne fait que monter en puissance. L'arnaque ne date pas de maintenant. D'ailleurs, avant, on demandait de l'aide. Tu peux faire l'escropier et envoyer la photo quelque part. Et on t'envoie de l'argent alors que tu n'es pas escropié. Pour un phénomène qui n'a qu'une vingtaine d'années, la cybercriminalité a connu une expansion très rapide avec plusieurs faux services offerts aux victimes. Je peux parler du prêt, je peux parler de vente de véhicules d'occasion, vente des appareils électroniques. 10 ans à 42 ans. Le plus petit, le plus jeune interpellé au cours des descentes dans les cyber qui s'adonne effectivement à cette activité de cyber-escroquerie à 10 ans. Et le plus âgé à 42 ans. Délinquance avec pour arme le clavier. En un peu plus de 3 ans d'existence, le total des personnes, de présumés cyber-délinquants interpellés tourne autour de 1519. On ne peut alors s'empêcher de s'interroger sur les motivations de ces jeunes qui basculent de l'autre côté du clavier délinquance. C'est que vous vous retrouvez dans un dilemme où vous n'avez même pas le droit de faire le choix. C'est peut-être d'attaquer
Vous pensez que vous allez rester les bras croisés alors que votre petit frère est en train de mourir des maux de tête, des maux de ventre ou peut-être de la sorcellerie? Toute société qui n'arrive pas à trouver des réponses à ces jeunes est à l'épreuve, n'est-ce pas, de ces genres de situations où les jeunes eux-mêmes se cherchent des repères, se cherchent des moyens pour la survie. Vous n'allez pas faire ça? Regardez votre frère mourir alors que vous avez la possibilité de vous planter devant un ordinateur, de dire des choses pour faire croire à celui avec qui vous êtes en train de discuter que voilà, j'ai une voiture à vendre. Au lieu de faire ça si facilement, mentir pour qu'on vous envoie de l'argent, pour que vous puissiez résoudre les problèmes que vous avez, vous allez rester regarder votre frère mourir peu à peu. Vous avez des jeunes qui ont fait des études mais qui n'ont pas trouvé de l'emploi. Donc il y a tellement de situations conjoncturelles que le déficit d'éducation s'ajoutant, c'est fini. C'est la crise des valeurs et ça, c'est la cybercriminalité. Oui, ben, Monsieur Akono, je venais de regarder cet élément avec beaucoup d'attention. Alors on nous dit que notre petit clavier devient plus dangereux qu'une bombe H, une bombe S-113, à chaud comme ça. Bon, je ne dirais pas que je ne vais pas incriminer le clavier, mais c'est celui qui est derrière le clavier ou bien derrière le téléphone portable. Aujourd'hui, j'ai coutume de dire que nous sommes dans la génération du doigt. En un seul clic de doigt, on peut commettre des crimes, des imparités. Donc aujourd'hui, c'est le monde contemporain, le monde dans lequel nous vivons, où tout est numérique. Et en un clic, et on peut faire des miracles. Oui, mais nous abordons le thème de la cybercriminalité. Nous entendons ici la cybercriminalité. Finalement, qu'est-ce que vous pouvez nous dire comme élément définitionnel de ce thème? À ma connaissance, ici, nous avons d'abord le terme cyber qui renvoie à un monde virtuel. Donc ici, nous parlons de cyberespace. Donc un terme qui est apparu dans les années 80 aux États-Unis et dans certains pays occidentaux pour définir un monde virtuel. Et à la fin des années 90, avec le développement d'Internet, donc le concept de cybercriminalité apparaît. Donc ici, c'est l'ensemble des délits que l'on peut commettre sur une plateforme ou un système d'information ou un TIC. Ben, comment est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez dire à tous nos téléspectateurs qui nous regardent, comment est-ce qu'ils peuvent identifier un site qui fait dans la cybercriminalité? Bon, il n'y a pas un site approprié. Donc, comprenons cela. Donc ici, le cybercriminel va utiliser des programmes informatiques. Ok? Ce qu'on va appeler des programmes malveillants. Ouais. D'accord? Donc, vous avez des virus, vous avez des vers, vous avez des chevaux de Troie. Donc, ce sont ces programmes qui vont infiltrer le système d'ordinateur. Donc, un système d'ordinateur ou de smartphone pour pouvoir espionner la périphérique infestée dans le but de récupérer des données à l'intérieur. Donc, ici, il n'y a pas un programme bien spécifique où on dira que ça c'est un site qui fait la promotion de la cybercriminalité, ou bien c'est un site de cybercriminel. Donc ici le criminel est une personne opportuniste. Donc, et le cybercriminel va déposer ces différents éléments, donc les chevaux de Troie, les vers et les virus, dans le but de lire les données qui sont contenus dans une périphérique. Ça peut être un téléphone portable, ça peut être un ordinateur ou un ensemble même de réseaux d'ordinateurs. Ok? Dans le but de s'approprier les données et pouvoir les modifier, les traiter, les exploiter, faire du chantage et plusieurs autres délits. Mais ça fait combien de temps le terme cybercriminalité existe? Quoi je disais ici, nous sommes dans le monde virtuel, donc dans le monde de la dématérialisation. Effectivement. Okay? À la différence du monde réel, matériel. Donc ici, le terme cybercriminalité apparaît dans le but de différencier l'ensemble des délits que l'on peut commettre dans un monde naturel, dans un monde traditionnel, et aux délits qu'on va normalement commettre dans un cyberespace, donc dans un monde immatériel, donc un monde virtuel. Donc ici, c'est quoi je dis, le terme cybercriminalité apparaît déjà avec les systèmes d'espionnage de la guerre froide, où les premiers supports numériques ont été développés dans la fameuse opposition Est-Ouest. Donc on est déjà dans un concept de cyberattaque. On parle ici de cyberattaque. Et après, avec le développement d'Internet, donc au milieu des années 90 ici, des personnes ont commencé à s'approprier
ce support d'information, bien de diffusion d'information qui est Internet, moteur de recherche, etc., pour poser des actes qui vont nuire à l'intégrité physique, morale des individus ou des entreprises. Ouais, Monsieur Akono, est-ce qu'au Gabon, nous sommes déjà victimes de ce genre de situation? Aujourd'hui, nul n'est à l'abri. Moi-même qui vous parle, j'ai été victime d'une cyberattaque. Bon, je me souviens, vers 2009, j'ai été victime d'une de pirates. Donc, ils se sont appropriés, je ne sais pas par quel moyen, du mot de passe de mon compte Yahoo. Et ils ont utilisé ce compte Yahoo pour essayer d'arnaquer certains de mes amis. Ils leur envoyaient des messages comme quoi j'étais en voyage en Côte d'Ivoire, je me suis fait dépouiller tous mes biens, je suis prisonnier à l'hôtel, donc il me manque de l'argent, sinon je ferai la prison. Et ils envoyaient un numéro de compte pour que des amis qui vivent au Gabon puissent m'envoyer de l'argent en Côte d'Ivoire. Et il y a un ami qui a eu le réflexe de m'appeler un soir pour me poser la question si j'étais en Côte d'Ivoire. Je dis non, moi je n'ai jamais quitté le Gabon. Et il m'a fait état qu'il y a quelqu'un qui nous envoie des messages. Et un de mes anciens à l'université a reçu également le même message. Et lui aussi, il m'a appelé dans la foulée pour savoir ce que j'étais allé faire en Côte d'Ivoire et me retrouver coincé. Mais des gens se mettent à réaliser ce genre d'actes. Mais pour quelles raisons ces personnes-là se mettent à réaliser des actes sur la cybercriminalité? Bon, ici, il faudrait déjà d'abord comprendre ce que en fait les différentes catégories de cybercriminalité. Pour comprendre ici. Donc ici, la cybercriminalité a été catégorisée en 3 types. Donc ici, vous avez des cas spécifiques au TIC. Donc vous avez l'atteinte au système, c'est-à-dire on peut corrompre un système d'informatique automatisé. On peut également s'approprier les données non autorisées, donc des données personnelles, donc s'approprier les données d'une personne sans que la personne vous donne son accord. On peut également faire dans la piraterie bancaire, donc accéder au compte bancaire des individus sans que cette personne soit. Vous avez également des infractions liées au TIC. D'accord, vous avez la pornographie en ligne ou bien la pédopornographie, donc l'exposition des mineurs à des fins pornographiques en utilisant des supports numériques. Vous avez également l'apologie du terrorisme, l'apologie de la haine raciale, donc ici, et vous avez enfin des infractions facilitées par les TIC. Donc ici, vous avez l'escroquerie en ligne, ce dont j'ai été victime. Bon, certains de mes amis ont failli tomber dans le coup. Vous avez le blanchiment d'argent, c'est-à-dire on peut utiliser les voies d'information, des réseaux informatiques pour esquiver les voies de paiement de déclaration de revenus et mettre de l'argent mal acquis en lieu sûr. Vous avez également la contrefaçon en ligne. Et maintenant, quels sont les motifs ici? C'est l'enrichissement. C'est-à-dire qu'ici, on va utiliser toutes les informations qui sont stockées dans des périphériques appartenant à des individus ou à des entreprises dans le but de s'enrichir ou bien de faire chanter des personnes. Donc ici, les motifs sont divers et les acteurs aussi sont de plusieurs natures. Vous avez par exemple des jeunes, des étudiants en informatique qui veulent à un moment donné tester s'ils ont atteint un certain niveau de perfection dans leur art. Ils peuvent s'adonner à la création des logiciels malveillants, donc des chevaux de Troie, des vers, dans le but de se tester. Vous avez également des jeunes qui veulent aller s'amuser en ligne et autres à créer à l'aide des supports internet, à créer des virus, apprendre à créer des virus en ligne. Et ils peuvent les libérer comme ça. Vous avez également dans les universités des chercheurs qui peuvent également créer des virus, pas dans le but de nuire, mais dans le but de tester la cybersécurité, par exemple, d'un système qui a été mis en place. Vous avez également des professionnels qui peuvent également créer des virus, peut-être pour prouver que les mécanismes de cybersécurité mis en place sont déjà défaillants et qu'il faut les remplacer par d'autres. Existe-t-il des logiciels qui peuvent lutter contre toutes ces pirateries-là? Non, aujourd'hui nous avons toutes ces choses-là. Aujourd'hui nous avons des antivirus. Donc les antivirus sont également des programmes informatiques qui ont été développés dans le but de contourner ou bien de stopper donc les virus, les vers et les chevaux de Troie. Donc lorsque vous avez un antivirus à jour, cet antivirus va vous signaler à chaque fois que vous êtes exposé à un danger. Mais à qui profitent ces actes de cybercriminalité? Mais aux criminels.
aux criminels. Mais est-ce que derrière ça, il n'y a pas un groupe de personnes qui gèrent ça, qui envoient des criminels sur le terrain? Bon, aujourd'hui, on parle aussi de bandes organisées. Tout un réseau, il y a un réseautage. Un réseau de personnes et autres qui vont se mettre ensemble dans le but de nuire. Ok? Récemment, nous avions vu le scandale. Un des scandales du monde contemporain qui devrait mettre tout le monde en garde contre la cybercriminalité. Vous avez le cas des élections des États-Unis où l'on ne cesse de marteler que les pirates russes ont soutenu de façon virtuelle la campagne du président actuel des États-Unis. Donc, ce sont des preuves qu'il y a réellement une cybercriminalité active et qui peut s'organiser en bande. Donc, c'est toute une mafia qui s'est tissée autour des périphériques numériques. Monsieur Akono, peut-on éviter de tels actes? Si oui, mais comment? Bon, éviter aujourd'hui les actes de cybercriminalité. Non seulement vous avez des programmes tels que les antivirus, ok? Et il faut également éviter, parce que qu'est-ce que les pirates font? Les pirates, lorsqu'ils balancent le produit malveillant, ok, ça veut dire qu'ils enjolivent le produit de sorte à vous pousser à le télécharger ou à l'ouvrir. Une fois que vous le téléchargez, il est déjà dans votre ordinateur. Vous avez le cas des virus. Vous avez téléchargé ce virus, il est là. Donc vous ouvrez le dossier qui le contient, le virus prend possession de votre ordinateur. C'est aussi la même chose avec les vers. Les vers, une fois créés, ils rentrent dans un système, ils ont une capacité à se multiplier. Vous avez également les chevaux de Troie qui sont des programmes mis en ligne. On va peut-être vous dire que ça c'est le nouvel antivirus qui vient d'être créé, alors que ce n'est pas un antivirus, mais c'est un véritable virus. Vous allez le télécharger, installer dans votre périphérique ou bien dans votre ordinateur ou dans votre smartphone, alors que vous avez réellement installé un véritable virus. Donc il faut également être prudent lorsqu'on procède à certains téléchargements, parce que c'est dans ces téléchargements-là que les pirates déposent également les logiciels malveillants. Mais est-ce que nous pouvons dire que tous ceux qui utilisent des faux profils sur les réseaux sociaux peuvent être considérés comme des criminels? Non, effectivement. La cybercriminalité. Et je pense qu'il y a, il y a Facebook récemment qui a signalé un cas de figure. Donc, il y a des personnes qui vont créer des comptes fictifs, ok, en empruntant des identités d'autres personnes, et ils vont faire des demandes d'amis aux véritables amis de la personne. Donc, lorsque vous acceptez ces demandes d'amis, ok, donc vous acceptez à ce que les pirates rentrent en contact avec vous. Une fois vous communiquez à travers vos téléphones portables, votre smartphone ou bien votre ordinateur via Facebook, le pirate va maintenant trouver une faille pour installer un logiciel malveillant, et à partir de ce logiciel malveillant, il peut maintenant s'approprier vos données personnelles. Donc ici, vous avez la plupart de ces produits-là. Vous avez également les SMS, par exemple, les virus que nous recevons dans les téléphones portables arrivent le plus généralement par SMS. Donc, il faudrait à un moment donné faire attention à toutes les opérations, savoir à qui on a affaire en ligne. Comme une personne qui me disait, bon, moi je ne peux plus accepter des demandes d'amis si je ne connais pas réellement la personne, ou bien si je n'ai pas un certain nombre d'amis communs avec la personne. Donc ici il faut renforcer en quelque sorte la vigilance, parce que c'est à travers ces différents produits qu'on nous propose en ligne, les demandes d'amis. Vous avez également le commerce en ligne, donc on va vous proposer certains produits et vous allez les télécharger, alors qu'ici vous êtes en train de... Donc tout va maintenant normalement de la manière dont on s'approprie les réseaux sociaux. Ok? Monsieur Akono, existe-t-il une loi ici au Gabon, par exemple, ou bien dans un pays, pour lutter contre la cybercriminalité? Bon, ici, en termes de loi, il faudrait déjà dire que certains pays européens, en 2001, s'étaient déjà réunis. Donc, vous avez les pays de l'Union européenne, vous avez les États-Unis, le Canada, l'Afrique du Sud, et les États-Unis, y compris le Japon, qui se sont réunis pour signer une convention sur la cybercriminalité en vue de lutter contre la cybercriminalité. Et cette convention-là permettait en fait à un moment de mettre en place un cadre de coopération
vu que la cybercriminalité devient une activité transfrontalière, donc vous pouvez avoir un réseau au Gabon, vous pouvez avoir un réseau au Cameroun, vous pouvez avoir un réseau au Japon. Donc il fallait maintenant que la plupart de ces États mettent en place une certaine coopération. Et du coup, certains pays ont également poussé dans leur législature en inscrivant le concept de cybercriminalité dans leur code pénal. Donc du coup, dans le cas de la France, depuis 2005, la cybercriminalité est inscrit dans le code pénal français et il y a des sanctions prévues à l'encontre des cybercriminels. Et dans le cas du Gabon, en 2015 déjà, on annonçait l'imminence d'une loi. En 2017, le projet de loi était déjà là, soumis à la table du gouvernement. Et récemment, on a également évoqué la validation de cette loi-là, donc la promulgation d'une loi qui va maintenant lutter contre la cybercriminalité. Parce qu'aujourd'hui, une fake news, donc vous balancez une fausse nouvelle, une fake news peut être considérée comme un acte de cybercriminalité, donc la diffamation en ligne. Donc il va falloir maintenant mettre tout un cadre juridique, tout un cadre pénal pour punir les contrevenants. Donc le Gabon aujourd'hui, à l'instar d'autres pays africains, comme nous l'avions vu dans l'élément qui a été diffusé, il y a aujourd'hui des pays qui sont en train de mettre des cadres juridiques, des cadres légaux, afin déjà d'encadrer l'activité sur les réseaux sociaux, sur le cyberespace, de sorte qu'il n'y ait pas de débordement. Donc ici, le Gabon ne s'inscrit pas en faux dans cette nouvelle donne. Le Gabon est en train de mettre en place un cadre juridique bien adapté afin de lutter contre la cybercriminalité. Mais est-ce que ce n'est pas une façon de restreindre la liberté d'expression? Vous savez, j'aime souvent me rappeler de Montesquieu dans l'esprit des lois, qui aimait dire que la liberté ne consiste pas à faire ce qu'on veut, mais on est libre en étant conforme au principe des lois. C'est pas parce qu'on est sur Facebook qu'on peut se permettre de diffamer une tierce personne. Donc ici, on doit également respecter la personne et ne pas nuire à sa liberté. Parce que lorsque vous prenez déjà le compte bancaire d'une personne à travers le piratage de son ordinateur, c'est déjà un acte criminel. C'est pas parce qu'on est dans un monde virtuel qu'on doit s'adonner à toutes les libertés. C'est pas parce qu'on est dans un monde virtuel qu'on doit divulguer la vie privée d'une personne. Donc ici, la liberté, cela ne restreint pas la liberté d'expression. C'est un monde, trop de liberté devient liberticide. Donc il faut maintenant canaliser les esprits pour qu'on n'aille pas dans tous les sens. Monsieur Akono, vous êtes musulman. J'interpelle un peu le croyant que vous êtes et le géographe, le chercheur. L'islam existe depuis 14 siècles. Et aujourd'hui, nous sommes face à cette cybercriminalité. Vous avez parlé un peu du terrorisme, parce que lorsqu'on aborde cette expression du terrorisme, on fait directement un lien avec la religion islamique. Mais qu'est-ce que les musulmans, ou qu'est-ce que l'islam dit à propos de la cybercriminalité? Bon, déjà, l'islam, ici, c'est une religion qui recommande la vertu, qui recommande le bien. Donc, tout ce qui peut nuire déjà à l'homme est prohibé par l'islam. Effectivement. Donc ici, lorsqu'on va déjà utiliser le téléphone portable à des fins négatives, à des fins d'exciter à la haine, à la violence, l'islam s'inscrit déjà en faux par rapport à tous ces courants de pensée. Donc ici, l'islam est un message de paix et en aucun cas, on ne devrait utiliser des supports qui doivent nous servir à mieux communiquer, améliorer nos conditions de vie, à des fins criminelles. Donc ici, si on peut déjà voler une personne par Internet, l'islam interdit, prohibant le vol, du coup, toute activité criminelle menée à travers un monde virtuel sont automatiquement prohibées par l'islam. Est-ce que l'on peut dire que tous ceux qui s'adonnent à cette activité sur les réseaux sociaux ou sur les sites de propagande ne sont pas vraiment outillés? Est-ce qu'ils sont vraiment outillés dans la religion? Ou bien ils le font parce qu'ils ont manque de connaissances? Bon, aujourd'hui, moi, je ne vais pas accuser le musulman. En fait, on va retrouver le vice un peu partout. Donc, c'est des personnes qui sont animées par une mauvaise... Mais ce sont des musulmans qui sont plus exposés parce que ce sont des musulmans qui le font et à chaque fois qu'ils commettent un acte, c'est toujours Allah Akbar ou Allah Akbar. Non, c'est pourquoi aujourd'hui, lorsque nous parlons ici d'apologie du terrorisme, donc dans le deuxième volet, en fait,
en fait des infractions attribuées à la cybercriminalité. C'est-à-dire qu'ici, en aucun cas, nous ne devons utiliser des supports tels que le téléphone, tels que les réseaux sociaux, Internet et autres médias en ligne pour faire l'apologie du mal. D'accord? Donc, tout comme on va faire passer des messages dans une chaîne de télévision, aujourd'hui nous avons des chaînes YouTube qui sont utilisées. Donc ici, cela s'inscrit également dans la cybercriminalité. Donc, faire l'apologie du mal. Et je pense que l'islam est une religion qui recommande de faire le bien et de prohiber le mal. Donc ici, la cybercriminalité qui consiste à encourager les hommes à faire du mal, à poser des actes, à faire l'apologie du terrorisme en quelque sorte, ne serait accepté par un musulman. Donc aujourd'hui, c'est un moyen de communication qui est parfois mal utilisé. Donc son utilisation est souvent mal orientée. Maintenant, qu'est-ce que l'islam dit cela? Tout ce qui peut emmener les gens vers la divergence devrait normalement être prohibé. Mais ce n'est pas le téléphone. Maintenant, ce sont les personnes qui utilisent ces supports-là qui doivent être combattus. Est-ce que je vous pose la question sur les imams qui ont des grands téléphones, qui ont des sites, des pages Facebook, des sites web pour faire passer leur message, mais qui souvent, c'est à travers ces sites et ces pages qu'ils se lancent des petites piques entre eux. Est-ce que c'est vraiment recommandé? Non, c'est pourquoi je dis toujours ici, les supports n'ont pas de problème. Maintenant, ce sont les personnes qui utilisent ces supports. C'est comme la religion, elle n'a pas de problème. La religion, elle a été descendue dans l'intérêt des hommes. Maintenant, ce sont les hommes, par rapport à leur dessein inavoué, qui vont mettre en pratique certaines recommandations. Donc aujourd'hui, à un moment donné, il faut également que ces personnes comprennent que tout ce qu'on fait en ligne est vu par un grand nombre de personnes. Le cyberespace est un monde sans limite. En fait, c'est même le lieu d'excellence pour l'expression d'un monde mondialisé. C'est-à-dire que si, comme je le disais, en un clic, vous partagez une image sur Facebook, mais l'image a déjà fait le tour du monde. Vous allez recevoir des likes, etc., ou bien des « je n'aime pas » provenant de partout. Donc ici, il faudrait que l'on comprenne que c'est un monde qui devient de plus en plus dangereux, où tout ce qu'on peut faire, quel que soit l'endroit, est vu et su de tous. Et c'est un monde, donc ici, au lieu d'utiliser ces supports-là pour faire du mal, on gagnerait à faire attention et à canaliser l'utilisation de ces supports dans le sens de veiller à l'intérêt du plus grand nombre. Quelles sont les solutions que vous pouvez nous proposer pour lutter ou bien sortir contre la cybercriminalité, M. Akono? Bon, comme je l'ai déjà dit, on peut lutter contre la cybercriminalité. Tout dépend déjà d'abord de comment vous utilisez votre support. Il faudrait déjà avoir un logiciel protecteur qu'on appelle généralement antivirus. Vous en avez plusieurs. Faire également attention au téléchargement. Et maintenant, lutter également. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est le cadre légal ou bien le cadre judiciaire qui est en train d'être mis en place dans le but de canaliser. Je pense que si toutes ces lois-là sont mises en place, c'est dans le but de dissuader. Et également, vous avez Interpol, qui est la police planétaire, qui travaille aujourd'hui afin de traquer les cybercriminels. Vous avez des polices qui ont déjà mis également, qui ont créé des unités dédiées à la lutte contre la cybercriminalité. Ici, nous parlons maintenant de cybersécurité. Vous avez des unités tout entières dédiées à cette tâche. L'Interpol, vous nous parlez de cette police planétaire. Peut-elle intervenir dans un État sans l'accord de cet État? Bon, je pense qu'il y a une convention qui lie différents États. Donc, si le Gabon est membre signataire d'Interpol, le Gabon est tenu de respecter la convention. Nous savons que nous signons toutes les conventions. Donc, si nous avons un criminel installé au Gabon et que ce criminel fait l'objet d'un mandat international, automatiquement, la police gabonaise doit, dans la coopération qui lie les services de police à l'échelle mondiale, mettre la main sur le criminel et le mettre à la disposition du pays qui a émis le mandat d'arrêt. Donc ici, si on a un cybercriminel, vous savez, la cybercriminalité, elle est dangereuse parce que c'est un monde immatériel. La criminalité traditionnelle, on peut avoir l'arme du crime, on peut avoir des preuves matérielles, mais à travers la cybercriminalité, on peut facilement effacer les traces. C'est pourquoi les cybercriminels, bien les pirates,
utilisent un réseau d'ordinateurs. On parle ici de réseau zombie. Effectivement. C'est-à-dire on va utiliser un grand nombre d'ordinateurs qui vont envoyer des attaques simultanément, et du coup on a du mal à remonter jusqu'à la source de la cyberattaque. Donc ici ce sont des méthodes utilisées, et aujourd'hui les services de police à l'échelle mondiale sont en train de mettre en place des mécanismes pour essayer de lutter contre ce phénomène, donc protéger les personnes contre la cybercriminalité. Et comme je l'ai dit ici, vous avez également des programmes spécialisés. Donc les États sont aujourd'hui en train de s'équiper d'informaticiens. Vous avez de nouveaux corps de métier qui naissent tout autour de cela. Il faudrait des concepteurs, des programmeurs ici pour à chaque fois adapter les logiciels aux nouvelles menaces. Il faut à chaque fois adapter les antivirus aux nouvelles menaces. Plus on avance dans la technologie, plus également les menaces deviennent de plus en plus tenaces. Et il faut à un moment donné s'arrimer aux différents changements. Mais Monsieur Akono, nous savons, c'est un téléspectateur qui nous pose cette question, il nous dit que la cybercriminalité a été mise à travers le monde par des Occidentaux. Et ce sont ces mêmes Occidentaux qui nous donnent encore des logiciels ou des antivirus. Mais finalement, est-ce que ce ne sont pas aussi à travers ces antivirus-là qu'ils ouvrent une porte aux pays émergents, donc à l'Afrique en un mot? Bon, ici, il y a des chiffres qui parlent. Lorsqu'on parle de cyberdélinquance, oui. Vous avez ici déjà une étude menée en 2011 montre que 60% des cyberattaques proviennent des États-Unis. Donc les Américains sont les premiers cyberdélinquants de la planète, à hauteur de 60%. Et maintenant ici, bon, il y a des fois j'ai envie de croire que tous ces cyberdélinquants travailleraient parce que je ne peux pas affirmer, travailleraient de connivence avec certains lobbies du monde de l'informatique. Parce que comment voulez-vous qu'un antivirus soit vendu s'il n'y a pas de menace? Donc il faut à un moment donné créer une menace pour que l'usager puisse s'approprier l'antivirus. Effectivement. Et à chaque fois, il faut renouveler de versions parce qu'on va vous dire qu'il y a également les antivirus sont devenus de plus en plus coriaces et chaque année, il faut également les renouveler. Mais vous voyez qu'ici, nous sommes dans un monde où le business a pignon sur pied un peu partout. Donc, ici, les pays développés ont créé le cyberespace et à travers ce cyberespace, ils ont créé des besoins. Et ils offrent également des services pour satisfaire ces besoins. Donc c'est tout un business qui naît autour de la cybercriminalité. Tout comme le monde des armes, il faut bien qu'il y ait des guerres pour que les industries d'armement puissent faire du pognon. Effectivement. Mais est-ce que ce n'est pas un danger pour les Africains ou le Gabonais que nous sommes de nous plonger directement de plein pied dans cette histoire? Bon, ici, nous ne pouvons plus reculer. Effectivement. Nous sommes au 21e siècle. Et nous savons que nous sommes dans la mondialisation, c'est un village planétaire. C'est la mondialisation, nous sommes contraints. Nous ne pouvons même pas refuser, c'est une contrainte qui s'oppose à nous, nous sommes déjà dans ce monde-là. Aujourd'hui, lorsque nous étions étudiants, on a commencé à aller déposer des dossiers physiques. Après un bon bout de temps, on a parlé de dossiers numériques. Effectivement. Donc aujourd'hui, le cyberespace s'impose à nous et tout a tendance à être dématérialisé. Aujourd'hui, nous avons la monétique, donc on a les produits monétaires en ligne ou bien numériques à travers le téléphone portable. Le big data, les monnaie, on a même des bitcoins, donc des monnaies, des monnaies virtuelles qui ont été créées. Donc aujourd'hui, le monde tel qu'il est s'impose aux pays comme le Gabon. Et maintenant, il convient à nos États de s'arrimer à cette donne. Et comment on va s'arrimer à cette donne? Il faudrait déjà qu'on forme la ressource humaine pour accompagner le pays dans cette dynamique de cyberespace. Il faudrait déjà qu'on ait des programmeurs et qu'on arrête aussi de faire croire aux gens que ne peut devenir informaticien que celui qui est un bac C et qui ira à l'IAI ou bien dans un institut supérieur. Aujourd'hui, le langage informatique, ce sont des scripts. C'est un alphabet qu'on peut déjà apprendre aux enfants dès peut-être la C1, la classe de 5e ou la classe de 4e.
Ok? Tout comme on fait avec la langue espagnole. On peut mettre cela comme optionnel. Au lieu à chaque fois de proposer comme matière optionnelle le dessin, la musique, on peut également introduire le cours d'informatique, mais pas parce que nous confondons souvent la bureautique et l'informatique. La bureautique ici, c'est l'utilisation des produits dans le but d'exécuter des tâches spécifiques, par exemple du traitement de texte, de la gestion des bases de données. Ok? Nous faisons dans la bureautique. Or, l'informatique ici, c'est tout un monde qui consiste ici à la programmation, à la création de produits informatiques. Et pour créer un produit informatique, un programme informatique, il faut s'approprier le langage informatique qui devrait maintenant être enseigné aux enfants. Et ils grandiront avec. Mais c'est bien beau d'enseigner le langage informatique, mais nous sommes butés quelque part parce que nous avons déjà un mauvais réseau Internet, M. Akono. Comment est-ce que nous pouvons remédier à cette situation, sachant bien que la connexion Internet bug de partout? Il y a des endroits où il n'y a pas la connexion. C'est aussi comme poser le problème de l'adduction en eau à Libreville, ou bien du réseau d'électricité. Ce sont des problèmes propres au Gabon, mais ce n'est pas pour autant qu'on ne va pas anticiper sur l'avenir. Ok? Par exemple, si nous prenons le cas de l'eau, la société qui nous vend l'eau haute pose souvent un problème de ressources humaines parce qu'on n'a pas eu à former. Le problème, il est là, mais aujourd'hui, avec le petit réseau Internet qu'on a, ok, on peut déjà commencer à former la ressource humaine, de sorte que lorsque ce réseau sera plus large, ok, ou plus dense, qu'on n'ait plus à aller chercher des experts à l'étranger, ok, qu'on puisse utiliser la ressource locale, d'accord? Et aujourd'hui, il y a tellement de contraintes dans la formation du secteur de l'informatique. Il faut avoir un bac scientifique, il faut faire ceci, mais moi, j'ai dit non. Personnellement, c'était un langage. Moi, je n'ai pas un bac scientifique, mais j'ai eu la chance, dans le cadre de mes études de département de géographie, de m'initier à la programmation en faisant du web mapping. Ok? Je n'ai pas eu besoin d'avoir un bac scientifique pour le faire. Donc, si moi, j'ai pu le faire, ok, dans mon petit bagage universitaire, en une année et demie, on peut déjà commencer à initier les enfants, ok, au langage basique de la programmation. Et chaque année, on peut compléter, ajouter la difficulté jusqu'à ce qu'ils atteignent un niveau. Et lorsqu'ils arrivent maintenant au baccalauréat, après le baccalauréat, ils peuvent choisir des options professionnelles. Ici, dans la formation professionnelle au Gabon, nous pouvons avoir des ouvriers, ok, ou bien des techniciens supérieurs en informatique, ou bien des manœuvres qualifiées en informatique ne devraient pas s'appeler manœuvre que celui qui tourne le béton. Non. Même en informatique, celui qui a un certain niveau, en informatique peut être appelé manœuvre en informatique. Mais tout cela passe maintenant dans la formation professionnelle ou bien dans l'initiation à la programmation informatique dans l'enseignement général et dans l'enseignement professionnel. De sorte qu'on n'ait pas des personnes qui seront étrangères à ce problème. Monsieur Akono, nous allons vers la fin de notre émission. Aujourd'hui, nous parlons des données à caractère personnel. Mais il s'avère que ces informations, ces données ont un lien direct avec la cybercriminalité. Qu'est-ce que vous en dites? Mais oui, ici, les données à caractère personnel, c'est l'ensemble des données qui permettent de caractériser ou bien d'identifier une personne. Effectivement. Ou une entreprise. OK? Bon, imaginez quelqu'un qui parvient depuis Libreville à pirater le compte d'un ancien ministre français. On en a reçu un petit comme ça à l'UOB. Effectivement, okay? Oui. Donc, il est rentré dans le compte d'un ancien ministre français qui est devenu également président de la République. Il s'est approprié les mots de ses comptes bancaires. Ok? Ce sont des caractères personnels. Imaginez aujourd'hui, nous sommes là, nous avons un ministère de l'Intérieur qui gère les données, ok, des Gabonais et des étrangers vivant sur le sol gabonais. Imaginez que ce serveur-là, ok, est piraté. Donc, c'est-à-dire que l'ensemble des données de toute une population tombera aux mains des pirates. Alors que, et maintenant, comment on fait? Ces pirates peuvent maintenant exiger une rançon à l'État gabonais. Vous voulez avoir accès à votre fichier d'état civil, à votre fichier de la gestion de la carte nationale d'identité, à votre fichier électoral, okay, au fichier de gestion de la carte de séjour ou du passeport. Mais on fait quoi? Vous devez verser une rançon. Donc aujourd'hui, les cybercriminels peuvent dépouiller les individus en s'appropriant des données à caractère personnel, soit d'une masse de personnes ou bien d'un individu.
Ça peut aussi être des informations inhérentes à la vie privée. Imaginez, on va pirater le compte d'une personne. Vous voyez Internet, lorsqu'Internet est devenu populaire, c'est à travers la diffusion, et c'était un acte de cyber, je peux même dire le premier acte de cybercriminalité, c'est la diffusion des informations d'un couple qui vivait à Hollywood. Ils ont viré un de leurs employés, et cet employé est entré en possession d'un CD. En allant visualiser le CD, le CD diffusait en fait une scène pornographique de ce couple qui était en lune de miel. Et le monsieur, à travers Internet, a diffusé cette vidéo, et cette vidéo a fait le tour du monde, et c'est à partir de cette vidéo qu'Internet est même devenu une plateforme d'information populaire. Le premier, c'est à partir d'un acte de cybercriminalité qu'Internet a la réputation actuelle comme étant un moyen d'information, bien un moyen une plateforme de communication. Monsieur Akono, aujourd'hui vous avez bien fait de parler de l'enseignement de l'informatique à travers dans les grandes écoles et les écoles secondaires aussi. Mais nous constatons qu'à l'université Omar Bongo, l'université que nous avons fréquentée, vous et moi, qu'on a un problème dans ce sens. Et tous les départements n'ont pas un cours d'informatique. Bon, en fait, c'est un problème. Il faudrait vraiment que l'on essaie un peu de voir dans quelle mesure il pallier. Il n'y a pas que l'université Omar Bongo. Moi, je le dis, tout commence par la base. Okay? Oui, mais je vous parle de l'université parce donc, que de l'université Omar Bongo, je pense que moi, j'ai fréquenté le département de géographie. Déjà à l'université, une étude que nous avions menée avec des amis, nous étions le département où il y avait le plus grand nombre d'ordinateurs par étudiant. Okay, parce que dès la deuxième année, nous étions initiés à la cartographie ST par ordinateur. Donc chacun de nous, pour faire cette épée, devait se débrouiller à avoir un ordinateur. Et on avait également une salle multimédia au département de géographie. Celui qui n'avait pas les moyens de s'approprier un ordinateur pouvait s'abonner. Donc du coup, la plupart des étudiants du département de géographie, dès la deuxième année, rentraient en contact avec l'outil informatique. Mais ce qui n'a pas été le cas de tous les étudiants. Et beaucoup sont sortis de l'université, et beaucoup sortent même aujourd'hui de l'université, sans maîtriser réellement l'outil informatique. On pense que maîtriser l'outil informatique va se limiter à faire du traitement de texte et de la saisie du texte sur Word. Okay? Beaucoup partiront de là sans maîtriser Excel, ils ne connaissent rien du PowerPoint, ils n'ont jamais manipulé Publisher, alors que ce sont des éléments basiques qui sont à la portée de tout le monde, mais parce qu'il y a déjà cette barrière-là. Et cette barrière-là, moi j'estime qu'elle naît depuis le lycée. Okay? Si nous voulons que nous soyons à l'heure de la mondialisation, on gagnerait à démocratiser l'utilisation de l'outil informatique à partir du collège. Et comme ça, l'enfant naîtra va grandir avec cette culture. Monsieur Akono, vous auriez appris que le président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, devait offrir à chaque étudiant un ordinateur, même si le projet n'a pas eu lieu. Mais quand même, est-ce que cela pouvait nous permettre à l'étudiant de sortir un peu de ce carcan de manque de connaissances informatiques? C'était salutaire. Bon, on se pose aussi la question, avec quels moyens, au Gabon, nous avons combien de milliers d'étudiants? Est-ce que ce sont les étudiants de l'université Omar Bongo? Est-ce que ce sont les étudiants de l'USTM? Est-ce que ce sont les étudiants du CUS? Parce qu'il ne faudrait pas que l'opposant fasse aussi dans la discrimination. Parce que non, il a parlé de l'étudiant gabonais. De l'étudiant gabonais, bon, ça n'a pas été fait, donc du coup... Les trois universités du pays, ça n'a pas été... le CUS et l'UEB. Ça n'a pas été fait, donc du coup, nous ne pouvons pas évaluer la chose, ok? Mais ça aurait été salutaire. Okay, ça pourrait permettre à certains étudiants qui ne sont jamais entrés en contact avec l'outil informatique de se l'approprier et d'accéder dans le monde du travail avec un plus. Nous arrivons pratiquement au terme de notre émission. Je vais vous laisser nous dire votre mot de la fin. Bon, pour terminer ici, lutter contre la cybercriminalité nécessite plusieurs efforts. Mais moi, j'insiste toujours sur la formation. Or, nos pays sous-développés ou bien nos pays en voie de développement ou pays émergents, dépendent en grande partie de ce qui se passe dans les pays développés, donc dans les pays du Nord. Ici, les pays du Nord désignent les pays de l'Union européenne, l'Amérique du Nord, le Japon et les quelques pays développés d'Asie du Sud-Est dépendent de ces pays en termes de produits informatiques. Or, aujourd'hui, je pense que nous fréquentons dans les mêmes universités, nous suivons les mêmes programmes, il n'est plus question que nous dépendions de ces pays. Donc, pour faire face à la cybercriminalité, nos États doivent se mettre maintenant dans la formation du personnel local. Et c'est ce personnel local qui sera en mesure de répondre
ok, cela doit être une spécialité dans les universités ou bien dans des écoles, ok, d'enseignement technique ou professionnel. Former, ok, et maintenant, en marge de la formation, il faudrait également sensibiliser les uns et les autres quant à l'usage affecté aux différents supports, Internet, les réseaux sociaux, le téléphone portable et autres, tous ces supports-là qui participent à la mise en place de la cybercriminalité. On peut devenir cyberdélinquant sans le savoir. C'est après, lorsqu'on est en infraction, qu'on saura qu'on est cyberdélinquant. Ok, je prends l'exemple d'un élève qui va filmer, photographier une de ses camarades en plein vestiaire, en train de se mettre à l'aise, et il diffuse la vidéo dans les réseaux sociaux. C'est un acte de cybercriminalité. Donc cet enfant n'a pas mesuré, ok, la gravité. C'est quand il est coupé d'une exclusion définitive qu'il s'est rendu compte que là, on ne s'amuse pas avec ces supports. Donc ici, la sensibilisation doit également être menée et surtout informer les gens sur les différentes lois qui sont en train d'être, qui seront adoptées ou bien qui ont déjà été adoptées ou bien qui seront élaborées, quant aux sanctions qu'on encourt lorsqu'on se livre à des actes de cybercriminalité. Merci, M. Akono. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Merci de nous faire l'amitié de passer et nous écairer sur le thème de la cybercriminalité. En effet, mesdames et messieurs, tout peuple qui ne se met pas à former ses enfants afin de mieux lutter contre la cybercriminalité, sachant que la cybercriminalité est avec nous, c'est dans nos maisons, car nous avons des ordinateurs, nous avons des smartphones. La cybercriminalité, c'est tous ces objets-là. Donc, quitte à nous de prendre une meilleure décision, c'est en allant en formation et nous conseiller, nous sensibiliser sur l'utilisation de tous ces produits. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Nous vous souhaitons un excellent week-end et bon début de semaine à la semaine prochaine. Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.